Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer, puisque je vois qu'il est 13h04. Donc, les retardataires nous rejoindront ensuite. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter le manifeste 10 propositions pour réinventer les codes du recrutement dans le secteur public. Moi, je suis Sigrid Berger, je suis la fondatrice de Profil Public que j'ai créé pour réenchanter le recrutement du secteur public. Donc, on a commencé notamment par lancer profilpublic.fr, qui est une plateforme d'emploi innovante dédiée au secteur public et qui est à mi-chemin entre un site média pour donner envie aux candidats de rejoindre le secteur public et un site d'emploi, donc avec des offres d'emploi. On propose aujourd'hui 3 types de services, j'allais dire, aux institutions. Un abonnement marque employeur pour vraiment aider les institutions à développer une stratégie d'attractivité RH et à moderniser leur image. Un jeu de cartes, et c'est peut-être là où aussi vous nous connaissez par ce biais, pour rendre les entretiens de recrutement plus ludiques et éviter l'effet repoussoir d'un entretien trop codifié. Et puis, prochainement, on lance bientôt notre propre logiciel de recrutement pour répondre à la nécessaire transformation de l'expérience candidat dans le secteur public dans la lignée justement de ce manifeste. Alors, l'idée, c'est que cette webconférence, elle soit participative. Donc, comme on sera assez nombreux, puisqu'il y a eu plus de 150 inscrits, alors tous ne viendront peut-être pas, puisqu'il y a le replay. Mais ce que je vous propose, c'est que vous désactiviez vos micros et que vous puissiez, en tout cas, au fur et à mesure, poser vos questions dans le chat. On essaiera de les prendre au fur et à mesure. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez laisser ou non votre caméra ouverte parce que voilà, on aime bien avoir aussi des visages. Mais sachez que voilà, la webconférence sera enregistrée, donc diffusée sur YouTube, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Et bien entendu, on vous enverra aussi le replay dans la foulée. Donc, j'animerai, moi, cette webconférence aux côtés du coup, de Olivier Thonon, qui est un des jeunes qui a coécrit le manifeste à nos côtés. Et on a souhaité aussi inviter Mathilde Icard, qui est ici présente, pour apporter justement son regard extérieur et son retour d'expérience, à la fois en tant que présidente de l'association des DRH des grandes collectivités et en même temps en tant que directrice générale du Centre de gestion du Nord, du CDG 59. Pour vous dire quelques mots sur ce manifeste 10 propositions pour réinventer les codes du recrutement dans le secteur public, on l'a coécrit avec des étudiants et des jeunes diplômés. Peut-être que vous avez déjà lu notre premier manifeste qu'on avait coécrit aussi avec des étudiants qui s'appelait 10 propositions pour le secteur public que nous voulons pour demain. Et du coup, c'est un peu dans cette même lignée, on a voulu quelque chose de très participatif. D'où le fait de coécrire ce manifeste avec une dizaine d'étudiants et de jeunes diplômés qui sont issus de notre programme ambassadeur profil public. Donc, c'est Olivier Thonon qui, tout à l'heure, ambassadeur profil public, va vous présenter justement ce manifeste. Et ce programme ambassadeur profil public, c'est un programme annuel qu'on a lancé il y a 3 ans. N'hésitez pas à désactiver vos micros parce que j'entends juste, voilà, pas de souci. Du coup, c'est un programme, donc Ambassadeur Profil Public, qui est un programme annuel qu'on a lancé il y a 3 ans, qui aide finalement les jeunes qui s'intéressent au secteur public à réfléchir à leur orientation, à développer leur réseau, à faire entendre aussi leur voix en co-créant du contenu à nos côtés. Et du coup, c'est pour ça que Olivier Thonon, qui est un de ces jeunes ambassadeurs Profil Public, présentera tout à l'heure le manifeste. Et du coup, cette année, on a voulu, avec ce manifeste, s'attaquer, on va dire, à la problématique particulière du recrutement, de la publication de l'offre d'emploi, mais jusqu'à, je dirais, l'intégration du candidat au sein de l'organisation. Car en fait, on est convaincu vraiment chez Profil Public que l'expérience des candidats doit être soignée avec autant d'importance que celle des usagers du service public. Puisque quand on regarde, ne serait-ce que les chiffres en l'espace de 20 ans, par exemple, le nombre de candidats au concours de la fonction publique a été divisé par 3, qu'il y a souvent un manque de communication ou d'information des candidats, des procédures de recrutement quelquefois un petit peu à rallonge, des formats de concours quelquefois peut-être trop académiques. Et donc, ça nous montre quand même la nécessité de transformer l'expérience candidat du recrutement. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé ce manifeste et ces 10 propositions.
comment on a créé ce manifeste, et après je laisserai la parole à Olivier pour le présenter. On a lancé en fait une enquête auprès d'une 50aine de jeunes qui ont déjà en fait candidaté dans le secteur public, donc quelquefois pour une alternance, pour un stage, pour un premier emploi, pour recueillir vraiment des témoignages concrets et identifier en fait les signaux faibles et arriver à 10 propositions. Je vous ai mis là à l'écran, vous avez une des citations qui est issue de notre enquête. C'est Lucas qui nous dit « J'ai postulé un poste de chargé de communication pour une collectivité. 3 mois plus tard, je n'ai toujours pas de réponse de leur part. Je ne sais même pas s'ils ont lu ma candidature. » Voilà, ça vous donne un petit peu la tonalité des témoignages qu'on a recueillis et des choses qu'il faut peut-être amener à faire bouger pour justement réinventer un petit peu les codes du recrutement. Sur ces 10 propositions, Olivier ne va pas vous détailler les 10, mais là, je vous les mets à l'écran pour que vous les ayez, parce que ça serait trop long de détailler l'ensemble des 10 en 1 heure. Du coup, vous les voyez. La première, je dirais, c'est différencier les offres d'emploi des fiches de poste. La deuxième, être plus transparent sur les conditions d'emploi. La troisième, jouer franc jeu sur la rémunération dans les offres. La quatrième, accélérer le process de recrutement. Communiquer sur les étapes du processus de recrutement dès l'offre d'emploi. Rendre possible les échanges informels avec les collaborateurs en poste. La septième, réinventer la lettre de motivation. La huitième, rééquilibrer la relation entre employeurs et candidats lors des entretiens. Diffuser les offres d'emploi au-delà des canaux traditionnels et soigner l'intégration des collaborateurs. Et du coup, je laisse la parole à Olivier Thonon, ambassadeur profil public, pour vous présenter 5 notamment de ces 10 propositions. Merci Sigrid, bonjour à tous. Alors effectivement, on va faire quelques focus sur quelques-unes de ces propositions. Ces propositions, peut-être avant, on les a pensées, on les a ordonnées dans l'ordre chronologique d'un processus de recrutement, donc de la création de l'offre d'emploi jusqu'à l'intégration de la personne retenue. Donc, ce que l'on vous propose, c'est de s'attarder sur la proposition 2 et 3 qui veulent répondre à un besoin d'une information claire et accessible dès le début de la recherche, dès le début de la candidature. Alors, pour commencer, donc, être plus transparent sur les conditions d'emploi. Alors, pour vous introduire à chaque fois les propositions, je vais vous lire un petit témoignage que l'on a pu recueillir soit au sein de la promotion ambassadeur profil public, soit au sein de notre enquête que l'on a menée pour réaliser ce manifeste. Alors, concernant cette proposition, donc je vous cite le témoignage d'Arthur, qui est un des ambassadeurs. Dans le secteur public, les emplois font l'objet d'une obligation de publicité. Il m'est arrivé de postuler alors que les postes étaient déjà en passe d'être pourvus en interne. J'ai eu le sentiment que le recrutement était joué d'avance. Alors, concernant cette proposition, l'idée, c'est lorsque l'on candidate, lorsqu'on souhaite rejoindre le secteur public, ce que l'on veut savoir très rapidement, c'est finalement est-ce que l'emploi est réservé aux fonctionnaires? Est-ce qu'il est ouvert aux contractuels? S'il est vis-à-vis des fonctionnaires, quel est le concours qui est privilégié? Est-ce qu'il y a des concours qui sont équivalents? Si le poste est ouvert aux contractuels, c'est très rapidement savoir sur l'offre la durée du contrat, évidemment, mais aussi, chose très importante, c'est les perspectives d'évolution. Généralement, lorsque l'on commence, si on n'a pas forcément les concours adaptés au poste que l'on souhaite, on a cette option-là du contrat sous la forme de contractuel. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir est-ce qu'on a des perspectives d'évolution au sein de la collectivité, quelle est la politique de CDIsation de la collectivité, certains y ont recours plus que d'autres, quelles sont aussi les possibilités de reconduction du contrat, voire de bénéficier d'une formation pour passer le concours qui est demandé sur le poste sur lequel on candidate. On vous a mis à droite des conseils qui sont ressortis, qui nous paraissent importants à noter en tant que candidat. La première, c'est finalement désactiver immédiatement les offres déjà pourvues pour éviter, lorsque l'on candidate, de postuler finalement inutilement.
parfois, pour avoir connu cette expérience, on voit des offres qui datent de plusieurs mois. On ne sait pas si elles sont toujours d'actualité ou pas. Donc finalement, tout le monde y perd du temps dans le sens où vous recevez des candidatures qui ne sont peut-être sur des postes déjà pourvus et on passe du temps à candidater sur des postes déjà pourvus. Et enfin aussi, on voulait rajouter la fausse bonne idée, l'inventaire à la Prévert sur toutes les compétences nécessaires. Généralement, quelques points, 2-3 compétences qui sont vraiment des prérequis pour le poste. Après, pour ce qui est du détail, généralement, on le découvre au fur et à mesure des entretiens. Voilà ce qu'on voulait faire passer sur cette proposition. Ensuite, la troisième proposition, jouer franc jeu sur la rémunération dans les offres d'emploi. Alors, un témoignage de Marie, j'ai découvert le salaire à la fin du processus de recrutement. Il était plus bas que celui d'une offre d'une autre organisation publique que j'avais refusée en attendant le retour écrit de la seconde organisation. Là, finalement, ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est la rémunération reste un élément essentiel d'un emploi, parmi d'autres, mais ça reste un élément essentiel. Évidemment, on est conscient que le secteur public ne fait pas exception. Le secteur privé est aussi, finalement, pourrait être concerné par cette proposition. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a très peu d'offres dans le secteur public qui indiquent une idée sur la rémunération. On vous a mis un sondage qui avait été réalisé par Hello Work et qui montrait que 30% des candidats ne postulent pas si l'offre d'emploi ne mentionne pas le salaire. Alors, j'espère qu'ils ne candidatent pas dans le secteur public, sinon ils vont rater pas mal d'offres. Sur les conseils, nous, on pensait finalement ce qui pourrait être faisable, ce qui nous paraît faisable, ce serait indiquer sous forme de fourchette. Donc, ça peut être une fourchette assez large, mais qui donne une indication, ou alors une mention à partir d'eux, qui nous permet de positionner l'offre par rapport aux autres. Et enfin, et ça, pour le coup, c'est très présent dans le secteur public, se cacher derrière la grille indiciaire de la fonction publique. C'est-à-dire que parfois, il arrive au cours des entretiens que l'on nous fait comprendre que finalement, le salaire, c'est pas tellement une question, puisque le traitement, du moins, c'est pas tellement une question, puisqu'on peut le trouver en faisant des recherches. Or, lorsqu'on commence, connaître l'échelon, son grade, les primes, si on perçoit ou pas la NBI, qui est récente, ça devient tout de suite très compliqué. Donc, à moins de candidater au service P d'une collectivité, je pense que c'est compliqué de calculer soi-même son traitement. Merci Olivier. Et du coup, peut-être Mathilde Icard, en tant que notamment on va dire président de l'association des DRH des grandes collectivités, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, est-ce que ça fait écho aussi à du vécu? N'hésitez pas à rebondir peut-être sur ces premières propositions présentées par Olivier. Oui, merci Sigrid, merci Olivier pour cette présentation. Alors, ce que j'en pense déjà, c'est que la démarche, elle est intéressante, celle que vous impulsez de pouvoir solliciter, comme vous l'aviez fait la première fois, les personnes qui sont concernées. C'est-à-dire pour nous, recruteurs, RH, c'est de voir ce qui se passe de l'autre côté de la table, de l'autre côté du miroir. Donc ça, c'est très précieux. Ça fait aussi écho aux échanges que j'ai pu conduire aux côtés de Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, et Corinne Desforges, inspectrice générale de l'administration, dans le cadre d'une mission qu'on avait eue et qui avait été confiée par la ministre de la Transformation et de la fonction publique. On a restitué l'année dernière les travaux. Ces éléments sont accessibles sur Internet et on retrouve notamment une partie des conseils que vous faites. Et donc, je vois que nous sommes en phase et que nous avions aussi
bien perçu au travers des auditions, notamment les enjeux. En vous entendant aussi, je me dis que quand on est du côté RH et recruteur, on a aussi tout un mécanisme de gestion à respecter et que parfois déjà la gestion, c'est long à traiter et on peut aussi oublier tout le pan de valorisation et l'enjeu de la marque employeur et de l'attractivité. Par exemple, il y a des choses aussi qui pour nous peuvent être de base, de type dans la fonction publique, on recrute en priorité sur massivement l'ensemble des emplois des titulaires, des fonctionnaires et que donc le recrutement de contractuels, ça reste une exception. Mais ça, si on ne l'écrit pas, ça peut aussi provoquer des frustrations et puis une perte de compréhension de la part des candidats. Je pense sur ça d'ailleurs, sur cette question qui revient dans votre première partie, est-ce que tout est ouvert pour les agents qui seraient recrutés en contrat, que faut pas hésiter aussi à se renseigner et à appeler directement le service RH et à avoir une sorte de faisceau d'indices, c'est-à-dire dans des métiers en tension, là où on sait, d'ailleurs comme dans le privé, il y a toute une série de métiers qui sont difficiles à recruter, il y a peut-être plus de chances pour les agents contractuels de se faire recruter ou dans des territoires aussi en tension. Donc ça, c'est un point important et je voyais sur les perspectives, moi je pense à des clauses que j'avais mis dans les contrats dans certaines collectivités où chacun s'engageait, aussi bien l'agent retenu à passer, à préparer des concours et la collectivité à libérer du temps pour préparer ces concours. Ça permet aussi de donner des perspectives, sachant que certains n'ont pas forcément envie de rester toute leur vie dans la fonction publique et de faire qu'un passage. Et on peut aussi, bien sûr, proposer des recrutements par le biais des contrats sur toute une série de postes. Ce qui me frappe aussi, c'est la question de la rémunération. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut qu'on ose maintenant afficher clairement le sujet. On perd trop de temps, on perd des candidats et puis on ralentit les processus quand la question de la rémunération est abordée à la fin, alors que ça doit être un sujet dès le départ. Donc moi, j'encourage aussi les responsables RH à évidemment mettre cette question, cette fourchette qui c'est un objectif de transparence et à pouvoir demander dès le départ aux candidats leurs prétentions et à avoir les éléments de leur rémunération actuelle. Merci Mathilde, en tout cas, pour ces éléments et notamment sur ce point de vue osé pour la rémunération. Je passe la parole du coup à Olivier pour poursuivre sur deux autres propositions. Oui, tout à fait. Donc la transition est toute faite puisqu'on voulait attirer votre attention sur la proposition 4, accélérer le processus de recrutement. Alors, l'idée de cette proposition, c'est qu'on estime que certains processus sont parfois trop longs, avec plusieurs allers-retours, qu'il y a surtout un manque de réponse aux candidatures. Et lorsque l'on est en recherche d'emploi, encore plus lorsque c'est notre premier emploi, c'est une période jamais simple, jamais agréable, parce qu'on ne sait jamais trop qu'est-ce qu'on va faire finalement. Et donc, ne pas avoir de réponse aux candidatures, c'est vraiment la pire. Juste avoir un non, parfois c'est rassurant, on sait qu'on peut clôturer cette candidature. Et ensuite, un manque d'indication sur les délais de réponse, là aussi très lié à ça. Et donc, le risque, qui est aussi bien un risque pour le candidat que pour les collectivités, enfin, le secteur public. C'est vrai que je parle beaucoup de collectivités, mais le secteur est plus large. C'est accepter la première offre reçue et non la meilleure, ce qui serait évidemment dommage. Concernant les conseils, alors, nous, on dit simplifier, automatiser certaines étapes du recrutement, en tout cas celles qui peuvent l'être, adresser une réponse à tous les candidats, quelle que soit l'issue de leur candidature, comme je le disais, et enfin donner une réponse aux candidats pressentis pour ne pas les perdre en cours de route. Voilà, concernant cette proposition.
Et ensuite, une autre qui est donc très liée, communiquer sur les étapes du processus de recrutement. Là, je vais vous lire un témoignage de Céline. Les recruteurs étaient incapables de me donner les étapes précises du processus de recrutement, ni quand je serai en mesure d'avoir une réponse définitive. C'était compliqué de se projeter et de sécuriser d'autres recrutements en parallèle. Donc, témoignage recueilli dans le cadre de l'enquête réalisée pour ce manifeste. Là, nos attentes, c'est finalement savoir le nombre et le format des entretiens. Donc, est-ce que c'est de la présentielle ou visio? Si on nous laisse le choix, est-ce qu'il y a une préférence entre les deux? C'est toujours compliqué, quand on est en position de candidat, de choisir par peur de choisir la mauvaise réponse. L'interlocuteur présent pour mieux préparer son entretien et les délais de réponse suite aux différents formats. Tout ça pour permettre de se projeter et surtout de s'organiser vis-à-vis des autres candidatures. On vous a mis un exemple inspirant, un cabinet de conseil Wavestone qui propose une chargée de recrutement qui est dédiée tout le long du processus et donc qui s'occupe d'appeler après chaque étape du recrutement le candidat pour faire un retour sur l'entretien et pour expliquer l'étape suivante et les attentes pour les étapes suivantes. Petite précision peut-être, lorsque l'on met des exemples inspirants dans le manifeste, c'est un peu ce qui peut se faire, selon nous, de mieux dans le secteur. L'idée, c'est de tendre vers cet exemple. Ça reste une cible. On comprend que toutes les organisations ou tout le secteur ne pourra pas mettre en place un système aussi perfectionné, mais ça montre, ça donne à voir. Merci Olivier. Alors peut-être aussi en complément sur les propositions, parce que je l'ai pas dit au début, mais c'est des propositions, comme vous le voyez, qu'on a voulu très opérationnelles et actionnables rapidement. Donc il n'y a pas besoin, j'allais dire, de décrets, de changements complets, on va dire, législatifs ou autres. C'est voilà, facile, je dirais, à mettre en place, peut-être potentiellement même dès demain, vous pouvez voilà, vous emparer de ces propositions. Je laisse la parole à Mathilde pour que vous puissiez, Mathilde Icard, rebondir aussi pareil sur ces deux propositions, voir ce que vous en pensez. Oui, ce qu'on peut faire aussi dès demain, dès aujourd'hui, c'est afficher dans les offres d'emploi, par exemple, les dates prévisionnelles d'entretien de recrutement. Ça, je vois que certains recruteurs le font. Moi, je trouve que c'est intéressant à le généraliser. D'abord parce que ça oblige en interne à bien caler l'ensemble du processus et à éviter qu'une fois qu'on a publié l'offre, finalement, le directeur ou la directrice qui recrute dise « Ah, bah alors, on cale la date quand a lieu l'entretien de recrutement ?» Ça, je pense que ça peut parler à beaucoup de DRH et beaucoup de recruteurs. Donc, afficher tout ce qui contribue à la transparence, c'est très positif. Ça permet aussi pour les candidats qui ne seraient pas retenus à cette phase-là, de savoir par exemple que le délai est passé de l'entretien de recrutement et qu'il y a donc des risques qu'on va revenir vers eux assez vite pour leur dire que leur candidature n'est pas retenue. Donc voilà, moi ça c'est ce que je constate qui est plutôt positif. Plus on s'organise en amont, plus on écrit les éléments concrets dans l'offre d'emploi et plus on a de chances que ça roule, en fait, que ça soit fluide. Merci Mathilde. Peut-être avant juste de passer à la dernière des 5 propositions qu'on voulait vous présenter, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions voilà, dans le chat et en tout cas à y réfléchir parce qu'ensuite on passera aussi voilà, aux questions-réponses. J'en vois pas pour l'instant dans le chat, donc c'est pour ça que je me permets de vous relancer si vous avez voilà, des questions à poser à nos intervenants, notamment voilà, à Olivier en tant que
jeune diplômé, ça peut être intéressant, voilà, si vous avez des questions à lui poser, et aussi à Mathilde Icard en tant que voilà, experte et spécialiste aussi de ce sujet, ou voilà, à nous en tant que profil public. N'hésitez pas à nous poser voilà, toutes vos questions. Je laisse la parole à Olivier de nouveau pour présenter la dernière des propositions qu'on voulait vous présenter parmi en tout cas les 10. Tout à fait. Donc la 10e proposition, soigner l'intégration des collaborateurs. On l'a, comme je vous le disais au début, on a ordonné les différentes propositions dans l'ordre chronologique du processus de recrutement. Et donc, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est que pour nous, le processus de recrutement, il s'arrête bien après le premier jour de l'arrivée du nouveau, de la personne retenue. Et donc, d'intégrer dans ce processus-là l'intégration du collaborateur. Je vais vous lire un témoignage. Mon arrivée, c'était un peu la douche froide. Mon ordinateur n'était pas prêt. Certains de mes collaborateurs étaient directs, étaient en congé. Bref, je ne me suis pas vraiment senti la bienvenue. Donc, concernant cette proposition, l'idée, c'est d'intégrer les premiers jours dans ce processus avec des formations, des points réguliers, proposer des rencontres avec, pourquoi pas, les DRH, des temps de convivialité avec une équipe. Demander aussi finalement un retour sur l'intégration des candidats. Et c'est là aussi ce qu'on voulait mettre en avant, c'est que finalement les meilleurs évaluateurs du processus de recrutement, ça reste les candidats qui arrivent et qui sont retenus in fine. Et donc avoir leur retour sur leur ressenti sur tout le processus et notamment leur arrivée, ça peut être intéressant. Et donc, on a retenu 2 conseils pour cette proposition. La première, c'est généraliser une forme de mentorat qui peut être intéressante lorsqu'on arrive dans une structure, encore plus lorsqu'on commence, avoir une personne en dehors de sa relation hiérarchique directe, à qui on peut discuter uniquement du cadre du travail, de comment ça se passe, de l'organisation. Ça peut être intéressant et rassurant. Et enfin, un deuxième conseil, mettez en place des dispositifs de coaching pour la prise de poste. Donc évidemment, ça dépend les postes, mais ça peut être aussi intéressant qu'il y ait une personne qui suive au début, qui ne soit d'ailleurs pas forcément dans l'équipe dans laquelle on est recruté. Voilà la proposition. Et je crois qu'il y a une question mentorat ou parrainage. Alors, mentorat ou parrainage, je ne sais pas si quelle différence vous faites entre les deux. Peut-être Sigrid, oui, tu compléteras. Alors, du coup, mentorat ou parrainage, il y a Cécile de Mouveau qui nous pose la question. Alors, j'allais dire, ça peut être un peu les deux types. Parrainage, effectivement, avoir un parrain ou une marraine au sein, j'allais dire, de son organisation, voilà, ça peut être intéressant. Et le mentorat va être un peu plus poussé, j'allais dire, à mon sens. Et du coup, les deux types peuvent être intéressants. C'est-à-dire que le mentorat, notamment pour aider aussi un peu plus à l'intégration lors de la prise de poste et notamment par rapport au poste, ça peut être intéressant aussi. Là, on a plus mis sous la forme de mentorat, d'autant plus que j'allais dire que c'est aussi d'actualité puisque le gouvernement aussi se penche aussi sur cette logique du mentorat. Mais le dispositif de parrainage pourrait totalement rentrer aussi en ligne de compte. Peut-être, je veux bien aussi intervenir sur cette question. Alors, outre la question des mots, pendant de nombreuses années aussi, on s'est interrogé sur est-ce que c'est des tuteurs, est-ce que c'est des mentors, etc. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de dire qu'il n'y a pas d'enjeu sur l'âge, parce qu'on peut aussi avoir tendance à confier ces fonctions-là aux plus âgés d'entre nous, mais ce qui est important, c'est de pouvoir identifier des personnes qui ont cette volonté, cette aptitude et une certaine expérience au-delà de la question de l'âge.
Parfait. Et du coup, peut-être ça fait rebondir sur la dernière slide par rapport à justement Mathilde. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle serait pour vous la 11e proposition, sachant que je vais remettre, effectivement, il y a une question. il y a une question sur pourriez-vous revoir la liste des 10 propositions. Je vais la remettre comme ça. Voilà, ça permettra à Mathilde de toute façon de répondre et de revoir. Donc, je remets la slide avec l'ensemble des 10 propositions. Voilà. Oui, alors moi, je suis attentive à la question de l'égalité de traitement, la lutte contre les stéréotypes, et je me dis qu'il faut toujours passer au crible nos différents processus de ces sujets-là, mettre ces lunettes-là de l'égalité. Je pense à tous ceux et celles d'entre nous qui ont moins l'habitude, par exemple, de prendre le téléphone, qui osent moins appeler pour se renseigner, qui osent peu demander un débriefing sur son entretien de recrutement. Et donc, tout ce qui peut contribuer à donner confiance aux personnes, ça compte. Ce que vous proposez en écho aussi au projet national de développement de mentorat, ça peut y contribuer, à la condition que ça soit proposé à tous et qu'on veille à ce que chacune puisse bénéficier d'un mentor, justement pour aider à se faire des réseaux et à avoir les bons points d'entrée, à oser. Et ça, c'est valable aussi en amont. Un candidat ou une candidate, ça doit être autre chose qu'un CV et une lettre de motivation, et un employeur, ça doit être autre chose qu'un site internet et un compte LinkedIn, par exemple, ou Instagram. Et donc, moi, ce que j'apprécie, c'est tout ce qui peut être incarné et qui permet, on travaille pour le service public, tous ici, qui permet d'être en lien direct et de prendre le pouls de l'organisation. Ce que je vais dire, c'est valable dans les processus d'intégration, mais c'est aussi valable dans les processus de recrutement. Moi, je trouve intéressant, quand c'est possible, que les candidats et candidates puissent se renseigner autrement que par le biais très institutionnel. Donc, ma proposition, elle serait un peu un mix, elle s'inspirerait de la CIS, rendre possible les échanges informels avec les collaborateurs en poste, mais elle les ferait aussi intégrer dans le processus de recrutement, c'est-à-dire se dire qu'à certains moments, tout en pensant qu'on ne connaît pas, que certains ne connaissent pas les mécanismes, rendre possible les contacts avec l'ancien, celui ou celle qui va partir, avec le ou la responsable, avec tous ceux qui travaillent par exemple dans le même bâtiment, parce que les questions de conditions de travail, d'environnement, ça compte. Donc moi, je pense par exemple à ce qu'on va lancer là au Centre de gestion du Nord avec certaines collectivités. On expérimente en juin prochain une démarche qui s'appelle Collectivité ouverte, en association justement avec 2 associations, l'Accordé et l'Arpège. Donc avec ces 2 associations qui vont associer justement des jeunes et des demandeurs d'emploi, ils vont aller à la rencontre de collectivités, de maires, de responsables pour découvrir les métiers, sachant que dans ces collectivités, il y a des besoins de recrutement. Ça permet aussi de sentir les choses. Je pense aussi à une expérience qui a été repérée et qui est dans ce rapport sur l'attractivité de la fonction publique territoriale, de faire intervenir aussi dans le processus de recrutement des membres de l'équipe. Alors, pas forcément pour que ce soit ces membres-là qui décident du recrutement de leurs collègues, mais présenter les enjeux, expliquer ce qu'ils font au quotidien, au-delà de la fiche de poste que vous avez citée d'ailleurs, qui fait 4 pages et qui, de toute façon, recherche plutôt un mouton à 5 pattes. C'est tout ce qui peut être incarné. Moi, je trouve que ça contribuera à ce que ça se passe mieux ou encore mieux dans nos processus de recrutement. Et ça, c'est simple à faire en fait. C'est juste accepter, et c'est vrai que ça, c'est pas toujours
facile, c'est juste accepter qu'il y a d'autres personnes que les institutionnels, c'est-à-dire les RH et le manager recruteur qui parlent et qui contribuent à ce processus. Merci Mathilde en tout cas et j'aime bien effectivement cette idée effectivement de prendre davantage le pouls de l'organisation, des collaborateurs, y compris aussi lors des entretiens ou en amont. Donc je trouve que c'est assez intéressant et ça va dans la lignée effectivement de la proposition 6, rendre possible les échanges informels avec les collaborateurs en poste. Est-ce que du coup, peut-être que certains parmi nous ont réfléchi justement à une 11e proposition. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Je vois Céline Fèvre qui nous pose la question quid de la formation au recrutement. Serait-il intéressant, selon vous, de promouvoir une forme de mutualisation entre collectivités territoriales dans le recrutement pour valoriser le secteur public ? Alors, peut-être que je peux en partie dire des éléments et puis peut-être Olivier et Mathilde, je vous laisse rebondir sur ça. Sur la formation au recrutement, alors je suis d'accord que c'est assez... parce qu'en fait, le recrutement est finalement une discipline à part entière et quelquefois on le voit comme juste faisant partie intégrante des ressources humaines, mais c'est vraiment une discipline à part entière, notamment aussi pour aller sourcer des candidats. Il y a pas mal de compétences quelquefois maintenant qui sont proches de celles presque du marketing aussi et même du sourcing, de toutes ces approches-là. D'autant plus que le recrutement, c'est beaucoup digitalisé et donc comment aller développer de nouvelles compétences. Donc, je pense qu'il y a un enjeu à former aussi davantage au recrutement dans le secteur public, au-delà de l'axe juste direction des ressources humaines et gestion, on va dire, des ressources humaines de manière classique. Et ce qui serait intéressant de promouvoir une forme de mutualisation entre collectivités territoriales dans le recrutement pour valoriser le secteur public. Alors, j'allais dire, ça se fait quand même déjà, notamment quand je vois aussi les centres de gestion côté de la Bretagne, qui ont lancé d'ailleurs une plateforme, par exemple, une marque employeur. Nous, c'est ce qu'on prône aussi avec Profil Public, c'est de se dire comment, via une plateforme, on peut valoriser aussi l'ensemble des employeurs du secteur public et même au-delà des collectivités territoriales, d'avoir le secteur public au sens large, y compris des acteurs pas du privé, mais qui travaillent très en lien avec le secteur public, parce que finalement, les candidats, quelquefois, ils veulent un poste en institution publique, puis un poste dans le secteur privé, mais toujours au service, on va dire, quelquefois de l'intérêt général auprès des politiques publiques. Donc oui, il y a un intérêt, selon moi. Peut-être que Mathilde voulait rebondir sur ces éléments. Oui, ça faisait partie des préconisations, en effet, du rapport sur l'attractivité de la fonction publique territoriale. Il y a des actions qui ont été enclenchées depuis aussi par le CNFPT et la Fédération nationale des centres de gestion. Il y a le ministère de la fonction publique aussi qui a une approche générale sur choisir le service public. Donc, tout ce qui concourt à mieux faire connaître est positif. Après, moi, ce que je me dis aussi, c'est qu'il faut il faut bien qu'on pèse nos actions de communication pour pas non plus générer d'effets contre-productifs, au sens où si on communique trop sur un déficit d'attractivité, ça va donner vraiment l'impression que c'est pas super travailler dans le service public, alors que nous savons tous ici que c'est vraiment génial. Voilà, donc ça, c'est comment on soupèse la question de la communication. Ok, je vois une 11e proposition serait pour moi d'aller chercher les candidats des métiers en tension directement auprès des écoles. Donc, c'est Noémie Hervé-Baltix qui nous dit ça. Aller les rencontrer, leur parler de l'administration, oser prendre des alternants. C'est vrai qu'on n'a pas abordé cette question de l'alternance, mais c'est vrai qu'il y a ce vrai enjeu, sachant que ce qui remonte quand même de la part des candidats côté alternance, c'est que en tout cas quand ils ont fait 1 ou 2 ans d'alternance dans le secteur public, c'est que quelquefois, par contre, en termes de perspectives, et ça rejoint ce que tu disais, Olivier, sur les perspectives, quelques perspectives après, c'est que quelquefois, on ne leur donne pas tant de perspectives après pour pouvoir intégrer l'administration. Et ça pose question, parce que finalement, on a formé ces alternants pendant 1 ou 2 ans.
Et si jamais on n'a pas de poste en fait à leur proposer ou pas de solution, ou à part dire bah voilà, maintenant il faut passer les concours, et qu'il n'y a pas cet accompagnement, voilà, notamment ou en parallèle de l'alternance, ça peut voilà, poser question. Je ne sais pas, Olivier, si tu veux rebondir sur... Alors, sur l'alternance, je te rejoins, Sigrid. Je voulais peut-être lier cette 11e proposition à la 9e, qui est diffuser des offres d'emploi au-delà des canaux traditionnels. Je trouve que ça rejoint un peu cette idée. Là, vous parlez d'aller rencontrer donc en physique, de promouvoir le secteur. Dans la proposition 9, on avait cette même idée, mais plutôt en dématérialisé. L'idée de dire que parfois sur certains métiers, les candidats sont intéressés par le secteur public, mais peut-être plus largement par une sorte d'intérêt général, et que donc le secteur public, que ce soit les collectivités, l'État, font partie de cet intérêt général au même titre que des associations ou des ONG ou voilà, d'autres formes, d'autres organisations qui ne sont pas stricto sensus dans le secteur. Et donc, lorsque l'on souhaite travailler pour cet intérêt général, on va aussi chercher des emplois sur d'autres plateformes que des plateformes sur lesquelles on retrouve exclusivement le secteur public. Place de l'emploi public, les PASS, je crois, j'ai que le terme, l'acronyme. Et donc, l'idée, ce serait que pour certaines offres qui parlent à des candidats qui peuvent très bien partir dans des assos, des ONG ou autres, diffuser ces offres au-delà ce que l'on dit des canaux traditionnels, et donc des plateformes qui sont peut-être en premier lieu destinées au privé, mais qui peuvent aussi parler à des candidats qui iraient sur ces plateformes-là. Donc, je trouve que ça rejoint un peu cette 11e proposition. Alors, il y a pas mal de commentaires. Alors, il y avait un commentaire sur de David Bass sur la négociation. La question de la négociation du salaire prime en cas de changement de poste pourrait-elle se poser un jour pour les agents publics titulaires? Alors, j'allais dire, ça dépend quelquefois des institutions. Peut-être que Mathilde, vous voulez répondre. Alors, je ne vois pas la question. C'est la négociation, La pardon. question de la négociation du salaire ou des primes en cas de changement de poste pourrait-elle se poser un jour pour les agents publics titulaires? J'allais dire, moi, de mon vécu, quelquefois, ça dépend des institutions parce que voilà, il y a toujours des marges, à mon sens, de négociation. Oui, ça dépend de la politique, en effet, de l'administration, qui maintenant est encore plus formalisée au travers, dans les 3 versants de la fonction publique, des lignes directrices de gestion. Ça dépend de comment le régime indemnitaire, quand il existe, est perçu. Est-ce que c'est un outil de valorisation individuelle, collective? Donc, c'est déjà le cas, en fait, auprès de certains employeurs. Donc, je rejoins Sigrid sur le fait que ça va dépendre, en effet, de la politique de l'employeur. Je reviens aussi sur l'apprentissage. Nous, c'est ce qu'on défend depuis de nombreuses années au sein de l'association des DRH des grandes collectivités, trouver une voie spécifique d'intégration pour les apprentis avec tout le temps qu'ils ont donné, toute l'énergie aussi des maîtres d'apprentissage, trouver une façon de les intégrer par le biais notamment de concours sur titre, et éviter de les perdre qui partent dans le secteur privé alors qu'ils avaient envie de rester avec nous, en tout cas pour un petit moment. Et je vois aussi sur les questions d'égalité, ça, je crois qu'on a, enfin, collectivement encore beaucoup à faire sur ces sujets. Moi, je pars de l'hypothèse que nos processus, notamment de concours, le fait que les processus de recrutement soient très souvent collégiaux aussi, garantissent l'égalité, mais il y a des enjeux de formation, de sensibilisation à toutes ces questions-là. Merci Mathilde. Je vois aussi dans le chat qu'il y a cumulé des mi-temps dans différentes collectivités. Pourquoi pas un 50% dans une collectivité et 50% dans une autre ou dans une métropole, par exemple. Alors, je crois que ça se fait déjà quelquefois à l'échelle de collectivités, notamment sur un même bassin d'emploi. Alors, quelquefois, justement, sur des collectivités, je dirais, plus rurales.
Mais en tout cas, à mon sens, ça existe déjà. Il y a déjà des collectivités justement pour recruter et qui ont pas un besoin de temps plein, peuvent justement mettre en place des dispositifs comme ça. Ça dépend en effet, il y a quelques intercommunalités aussi qui investissent ce sujet-là. Donc tout ce qui concourt à déprécariser, c'est vrai que c'est important. Et moi, je rebondis aussi sur notre intérêt collectif à aller à la rencontre des plus jeunes. Il y avait une réaction sur ce sujet, aller dans les écoles, aller au collège, qui est quand même la phase d'orientation importante pour faire connaître nos métiers. Dans le cadre des auditions sur la mission attractivité, il y a plusieurs personnes qui disaient ah oui, mais ça devrait être même obligatoire pour chacun d'entre nous, une mission de service public, d'aller à la rencontre des plus jeunes pour discuter de nos métiers. Et ça, je trouve que c'est chouette. On n'a pas besoin de texte, il suffit juste de l'organiser au niveau de chaque employeur. Oui, tout à fait. Olivier, peut-être, qu'est-ce que tu en penses justement, aller à la rencontre davantage Ah, peut-être je plaide totalement en faveur. C'est vrai que lorsque l'on n'a pas de parents ou d'amis ou de connaissances dans le secteur public, déjà comprendre le fait que les recrutements se passent différemment, les écoles, qu'il y a juste le principe des concours, etc. Ça, de certaines personnes, moi par exemple au début, avant d'arriver à la fin du lycée et commencer mes études, j'avais aucune idée de comment rejoindre. Pour moi, c'était tout pareil qu'on candidate dans le privé ou dans le public. Donc oui, je suis totalement, je me retrouve dans cette proposition. Merci Olivier. Et je vois deux témoignages qui se répondent un petit peu l'un l'autre. La 11e proposition pourrait être toujours se souvenir que les premiers communicants de l'attractivité de nos collectivités sont les collaborateurs eux-mêmes, en prenant soin du climat et en étant attentifs aux conditions d'exercice au sein de nos institutions. Nous pouvons améliorer notre attractivité. Et idée de 11e proposition qui va un petit peu dans le même sens, soigner l'offboarding, notamment ceux qui partent, par exemple, justement pour les apprentis, mais globalement pour chaque agent partant, pour que chacun soit et reste ambassadeur de la fonction publique. Donc, c'est vraiment cette question, effectivement, de rendre les collaborateurs et même les anciens collaborateurs voilà, ambassadeurs, on va dire, de son institution et de la fonction publique. En tout cas, ça, c'est un témoignage que je rejoins parfaitement parce que chez Profil Public, on est vraiment convaincus que la marque employeur, on ne la crée pas, mais elle se développe et notamment, ça passe par la transformation du quotidien RH, la transformation un petit peu de toutes les pratiques au sein de son organisation pour rendre justement voilà, ses collaborateurs ambassadeurs et qu'il y a vraiment ces deux enjeux de la marque employeur, à la fois la communication, on va dire, la communication RH et l'attractivité, comment on attire des candidats, mais aussi comment on les fidélise. Et comment il les fidélise, ça passe par cette transformation. Donc, tout à fait d'accord avec vos témoignages. Je pense Mathilde, oui. aussi, il y a le lien avec les candidats qui n'ont pas été retenus, qui sont par exemple, qui ont été vus et entendus en entretien. Faire des briefings aussi, enfin des retours sur les entretiens de recrutement. Moi, je considère que c'est la moindre des choses qu'on leur doit. Alors évidemment, c'est beaucoup de temps, mais ils se sont fortement mobilisés, ils y ont cru, ils ont préparé. Faire un retour, échanger avec ces personnes, ça permet aussi pour nous de repérer peut-être des potentiels pour tel et tel poste à venir. Donc ça, moi, j'ai à cœur personnellement de me l'appliquer et j'ai toujours souhaité que quand un candidat aussi demande à avoir un retour, qu'il ait un retour. Alors peut-être 2 ou 3 semaines après, mais qu'on puisse conserver ce lien. Ces candidats sont aussi des vecteurs de communication et puis on peut faire de belles rencontres a posteriori au travers de ces entretiens de retour. Tout à fait. C'est vrai que ça, c'est notamment, ils ont consacré du temps aux entretiens, comme vous le dites, Mathilde, ils y ont cru. Et c'est vrai que ça, c'est
on va dire, essentielles, en tout cas pour les candidats. Il y a Sonia qui nous met effectivement, et ça fait écho à ce que vous disiez, Mathilde, sur l'association L'Accordé, mais le mentorat mis en place aussi par L'Accordé aide beaucoup à la découverte du secteur public et à l'attractivité de la fonction publique, notamment de publics des fois qui sont un petit peu plus éloignés des enjeux du secteur public. Et ça fait le lien aussi de un petit peu l'information aussi en parlant des collèges, reconsacrer quelques heures à expliquer le fonctionnement des institutions. Est-ce qu'il ne faudrait pas le réimplémenter, on va dire, dès le collège, de façon à ce qu'ils ils orientent leurs études vers des filières dédiées aux métiers de l'administration. Peut-être qu'on peut finir par cette question en guise de conclusion. Mathilde Vicard, peut-être. Sur les jeunes, Sur les jeunes. Et le collège, c'est pour ça que pendant plusieurs mois, avec d'autres associations et le centre de gestion, en l'occurrence du Nord, on a travaillé avec la CASDEN sur un jeu sérieux qui maintenant est testé avec des enseignants. Et donc, par exemple, nous, nos équipes du centre de gestion l'ont testé aussi dans certains collèges pour discuter et jouer sur les métiers de la fonction publique. Voilà, ça permet aussi de faire découvrir autrement aux jeunes collégiens l'intérêt, l'action, le monde d'action qu'il y a dans ce service public local. Tout à fait, le jeu est un bon moyen, en tout cas on en est convaincu chez Profil Comme Public, le vôtre, tout à fait, puisqu'on avait lancé pour le recrutement. un jeu de cartes pour le recrutement, en tout cas pour rendre les entretiens un petit peu plus ludiques et éviter l'effet un peu repoussoir d'un entretien qui serait peut-être trop codifié. En tout cas, c'est des méthodes qui peuvent être intéressantes, notamment, y compris en termes de marque employeur, du côté des candidats pour se souvenir des entretiens. En tout cas, il est 13h55, donc je pense qu'on va conclure. Fonctionnaire loving plutôt que fonctionnaire bashing, c'est la bonne conclusion dans le chat. On peut rester sur cette note. En tout cas, merci à toutes et à tous pour avoir participé à cette webconférence. Bien entendu, on vous enverra aussi le replay, et notamment pour ceux qui ont participé qu'à une partie, on va dire, la webconférence, ou qui m'ont manqué, par exemple, le début. Je vois dans le chat ceux qui ont manqué, par exemple, le début. Et puis, à ceux qui n'ont pas pu participer aussi. On publie officiellement le manifeste ce jeudi 11 mai.